Bon, mes camarades, je vous remercie de votre invitation. Bonjour à toutes et bonjour à tous d'abord. Je vous remercie de votre invitation et je vous adresse en retour les salutations fraternelles de la Fédération, comme il est de coutume. Avant d'en venir à mes propos, je trouve que vous avez eu un débat très intéressant durant à peu près une journée et demie maintenant. Et je voulais apporter quelques éléments dans votre débat. Vous avez eu des propos sur la répartition entre capital et travail qui me semble extrêmement intéressant de discuter en fait avec les salariés. On n'a pas toujours conscience de ce que c'est que cette représentation capital-travail. Il faut par exemple savoir que pendant la pandémie, le CAC 40 a gagné 52 milliards de dividendes. C'est énorme, 52 milliards. Ça, on n'en a pas forcément bien conscience. Et on peut se poser une autre question, parce que durant cette pandémie aussi, vous savez, l'orthodoxie budgétaire qui était de 3%, a volé en éclats. Mais on peut se dire, mais comment d'un seul coup ça a volé en éclats alors qu'on nous disait qu'on ne peut pas dépenser? Oui, mais ces 52 milliards dont je viens de parler, le capital n'a pas pu les réinvestir dans l'économie. Il fallait bien l'investir dans quelque chose. L'investir dans la dette des États, c'était pour lui une garantie d'avoir une rente. Je vous livre ça comme ça et je vous laisse y réfléchir. Un deuxième élément que je voulais aborder dans votre débat, c'est que, certains l'ont dit, on a trop tendance à vouloir sectoriser, ou du moins le camp d'en face veut sectoriser, veut individualiser au maximum. Et donc on est sur de la répartition entre pauvres. Ça vient d'être dit, les catégories C ont un tout petit peu moins que les catégories B, mais ce n'est pas non plus folichon. Et je pense que le vrai débat, ce n'est pas celui de la répartition entre pauvres. C'est ce que je viens de dire, c'est comment on répartit la richesse dans ce pays. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une journée d'action. On va aller tout à l'heure pour un certain nombre en manif. Il y a une journée d'action et on a une revendication forte qui est l'augmentation du point d'indice. Pourquoi l'augmentation du point d'indice? Parce que quand on augmente le point d'indice, on augmente tout le salaire. Le salaire net, ce qu'on touche, vous savez, à la fin du mois, mais aussi toute la part des cotisations. Cotisations salariales et cotisations patronales, employeurs. Et ça, c'est important parce que on a trop tendance à se féliciter d'une augmentation du salaire net, vous savez, par exemple le transfert prime point, des choses comme ça, sauf que derrière, il y a tout l'aspect cotisation et toutes les garanties collectives. Et je pense qu'il faut que le camp d'en face, ils arrêtent de bricoler avec nos grilles. PPCR a été une catastrophe. Moi, j'ai connu les inversions de carrière des catégories C promues catégorie B ou des choses comme ça. Dans ce spectre, on ne l'a pas trop dit, mais c'est vrai que c'est difficile, le syndicalisme aujourd'hui. On n'a que 10% grosso modo de salariés en France. Alors on pourrait se dire, voilà, c'est une catastrophe, 10%, tous syndicats confondus. Moi, j'ai tendance à dire, il y a quand même 90% des salariés qu'on peut aller chercher pour qu'ils nous rejoignent. Et il vaut peut-être mieux voir les choses comme ça que de la monter sur notre sort. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué aujourd'hui, mais je pense qu'on a un formidable boulevard devant nous pour aller chercher des gens pour qu'ils nous rejoignent. Alors si ce n'est dans notre syndicat proprement dit, qu'ils soient militants et ainsi de suite, au moins sur nos convictions et sur nos idées. Dernier élément, avant d'en venir à mon propos, que je vous donne comme ça aussi, le projet de loi de finances 2022 est tombé il y a à peu près 15 jours. Les finances du ministère, c'est 49 milliards. 49 milliards, c'est énorme. Là-dessus, vous avez 1,8 milliard seulement de masse salariale. 60 000 agents, 1,8 milliard. Si on augmente de 20 000 agents ce ministère, on arrive à peine à 5% de masse salariale des dépenses du ministère. Donc imaginez, ce n'est pas grand-chose. Et c'est qu'un problème idéologique en fait. Notre ministère, il subventionne massivement l'économie, c'est ce qu'il faut se dire, et c'est ce que Pompili dit régulièrement quand elle assume, par exemple, confier au privé certaines tâches comme ma prime rénov qui a été déjà évoquée. J'en viens maintenant au propos. Je vous remercie d'avoir accepté que je prenne quelques instants pour ces digressions. Donc, comme vous le savez, la crise sanitaire a bouleversé la vie de chacun, la vie personnelle, la vie professionnelle et bien évidemment la vie syndicale. De ce fait, nous avons été obligés de différer un certain nombre d'événements majeurs dans la vie de notre fédération et dans la vie de la CGT.
Cette année se tient plusieurs congrès. La semaine dernière, il y a eu le congrès de l'USAC. Cette semaine, c'est le vôtre. Dans 15 jours, il y a le congrès des PTRI et du CEREMA. En novembre, nous aurons l'UFSE. Puis viendra celui de l'UGIT et la conférence de l'UIT simultanément. Et enfin, et j'en reviendrai sur ce propos un peu plus tard, il y a un congrès important qui va se tenir en fin d'année, qui est le congrès extraordinaire de notre fédération. Ce calendrier de fin d'année, il se télescope bien sûr avec la vie courante, et je vais prendre quelques exemples pour que vous compreniez bien toutes les difficultés que nous avons à mener de front tous ces sujets. Le premier, c'est que la CGT a signé, et il faut le dire, la CGT signe de temps en temps, l'accord cadre sur le télétravail de la fonction publique. Cet accord cadre doit se décliner maintenant dans les ministères, dans les établissements publics, d'ici la fin de l'année, pour une mise en place au 1er janvier 2022. D'ailleurs, vous avez parmi vous Thierry Piala, je ne sais pas où il est, qui participe au groupe de travail sur le sujet. Et si vous avez des échanges à avoir entre vous et à faire remonter ensuite des revendications ou vous impliquer, je vous invite à vous rapprocher de votre camarade Thierry. Nous avons aussi appris début juillet, suite à un jugement à Conseil d'État, la bascule de 15 000 agents, c'est-à-dire un quart des personnels du ministère, des personnels techniques au RIFSEP. Alors là aussi, nous avons un sujet d'importance puisque aujourd'hui se profile une bascule technique. C'est quoi une bascule technique? Ça ne changera rien à la vie des personnels dans l'immédiat. En revanche, dès 2022, le système se mettra en place. Et là, nous avons à discuter avec le ministère d'un certain nombre de points, la cotation des postes, les changements de postes, et ainsi de suite. Il va y avoir beaucoup d'éléments à discuter. Alors, ne comprenez pas de mon propos que j'adhère à ce système de rémunération qui individualise un peu plus l'agent et sa rémunération. Hein. Ce n'est pas du tout le sujet. Mais à un moment donné, on va être confronté à ce sujet-là parce qu'il s'impose à nous. Enfin, et je viens de le dire, nous avons eu le PLF 2022 et à la suite du PLF, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a de nombreuses échéances qui arrivent et notamment, demain, je serai requis pour aller à l'Assemblée nationale discuter avec quelques élus, ce qui m'amène à vous quitter prématurément ce soir votre congrès. J'en viens maintenant au sujet central de notre fédération et je vous l'ai dit, nous aurons en fin d'année un congrès. Le dernier congrès qui s'est tenu en 2019 avait mandaté notre fédération pour une conférence à mi-mandat afin de proposer des pistes d'évolution. Cela fait maintenant à peu près 20 ans, peut-être un petit peu moins, mais une vingtaine d'années, que de congrès en congrès, on repousse l'échéance d'une évolution de nos structures et qu'on se propose simplement d'y réfléchir. Il est apparu à notre CE fédéral qu'il était urgent non plus d'y réfléchir, mais de prendre le sujet à bras-le-corps. C'est pourquoi nous avons travaillé à une évolution de notre fédération et non pas à des propositions de pistes. Ça donnera lieu, comme je vous l'ai dit, en fin d'année à un congrès et non pas une conférence. Cette évolution, je voudrais vous pointer 3 éléments qui me semblent majeurs. Le premier élément, c'est le fait que nous avons choisi de rester en fédération. Il y avait sur la table des propositions, par exemple, de se dissoudre dans l'UFSE. Ça n'a pas du tout été le choix de la CE fédérale. Pourquoi? Pour 2 raisons simples. La première raison, c'est que se dissoudre dans l'UFSE, c'est-à-dire changer de structure, n'aurait pas résolu les difficultés que nous connaissons aujourd'hui de fonctionnement de notre fédération. Ça aurait été que transposer les difficultés présentes ailleurs. Le deuxième élément, c'est une traduction politique de ce que nous revendiquons. Aujourd'hui, nous revendiquons un ministère de l'Environnement de plein exercice. Il aurait été quand même un peu en décalage d'imaginer que nous n'ayons plus de fédération pour être face à ce ministère, quand bien même on aura une structure au sein de l'UFSE. Il y a donc un portage vraiment politique au travers du fait de garder une fédération de plein exercice. Le deuxième élément que je veux vous souligner, c'est que ce projet, il a maturé depuis maintenant un peu plus d'1 an et demi.
nous avons eu de nombreuses réunions, de nombreux échanges. Certaines de vos sections ont pu échanger avec nous, et je remercie d'ailleurs Yvan qui nous a ouvert la porte de votre syndicat pour qu'on puisse directement échanger au plus proche du terrain. Le projet a donc maturé durant 1 an et demi et nous en sommes aujourd'hui à la 8e version. 8e version dans laquelle nous avons essayé de gommer le plus possible les aspérités qui pouvaient apparaître comme des éléments bloquants pour les uns et les autres. Alors, bien évidemment, le projet ne va satisfaire pas tout le monde. On ne peut pas faire l'unanimité. En revanche, il est le fruit d'un consensus et je pense qu'il y a un certain équilibre dans ce texte, dans cette proposition, qui mérite d'être bien regardé. J'en viens maintenant au 3e élément, c'est que ce projet, il se concentre sur deux niveaux particuliers. On souhaite que le syndicalisme puisse se prodiguer au plus proche du terrain, au plus proche de la réalité de ce que vivent les salariés. Et donc, il nous semble que l'élément de base, l'élément principal doit être le syndicat de proximité. C'est un changement de paradigme dans notre orientation jusqu'à maintenant qui date d'il y a une trentaine d'années. Et puis, on a aussi soulevé un sujet important, c'est qu'on a jusqu'à maintenant plusieurs niveaux nationaux qui travaillent en parallèle. Et il nous semble intéressant, dans le contexte actuel, de n'avoir plus qu'un seul niveau. Je vous livre quand même un élément d'importance sur ce que je viens de dire. Il y a une vingtaine d'années, on avait à peu près 20 000 adhérents à la fédération. Aujourd'hui, nous sommes 5 500, dont à peu près 1 300 retraités. Et vous mesurez qu'avec cette décroissance du nombre d'adhérents, il devient difficile d'avoir des structures aussi foisonnantes. Elles sont intéressantes, le sujet n'est pas là, mais aussi foisonnantes alors qu'on a des moyens qui diminuent régulièrement. Donc le texte, comme je vous l'ai dit, il gomme le plus possible toutes les difficultés que les uns et les autres ont pu rencontrer. Bien sûr, chacun pourra y trouver des éléments négatifs qui prendront corps ou pas, mais je vous invite surtout à vous appuyer sur les éléments positifs qui y sont pour qu'on puisse vraiment basculer sur une autre organisation de notre fédération. On a un enjeu majeur sur le sujet. Ce sera 2022. Ce sera le juge de paix. Parce qu'au-delà de 2022, vous le savez, on va encore perdre des droits et moyens syndicaux. Alors, je reviendrai sur les écus après, mais on va en perdre mécaniquement parce qu'on perd des agents dans ce ministère. Or, les droits et moyens syndicaux sont assis sur le nombre d'agents du ministère. Et donc, il y a de fait une diminution de droits et moyens syndicaux. Je viens de le dire maintenant, il y a un sujet d'importance aussi qui va arriver donc, en 2022, ce sont les élections professionnelles. Et là aussi, je voulais attirer votre attention sur un certain nombre d'éléments, de points. Tout d'abord, la loi de la transformation publique a initié une transformation majeure des modes collectifs. Vous savez, les CAP ont été vidés des mobilités et des promotions avancement. Alors on pourrait le prendre négativement. C'est vrai que, d'un certain sens, on nous dépossède d'un certain nombre de prérogatives. Mais je pense qu'il y a aussi une opportunité à saisir là-dedans. C'est que les syndicats catégoriels qui avaient conçu leur syndicalisme uniquement sur la mobilité, la promotion, la gestion des corps, vont être en déperdition. Et on a une carte à jouer là-dessus. Parce que la CGT ne conçoit pas le syndicalisme comme une somme de petites choses qui serait que chaque corps puisse gagner ou perdre l'un par rapport à l'autre. Je crois qu'on a une vraie carte à jouer, même si, bien évidemment, ne reste plus dans les CAP que la partie titularisation, la partie crêpe et recours indemnitaire et disciplinaire. Ensuite, on a une modification substantielle. Vous savez que les comités techniques vont se transformer en CSA. Alors là, je tiens aussi à vous éclairer sur un point qui me paraît majeur.
Les CLSA vont nous enfermer dans un syndicalisme professionnel. Certains camarades seront au CSA, seront sans doute en HSCT. Ça va prendre beaucoup de temps. Et il faut donc s'interroger sur c'est quoi un syndicat? Quelle est son utilité? Est-ce que son utilité, c'est d'aller voir régulièrement l'administration, presque tous les jours, pour dire, voilà, on n'est pas d'accord, on veut discuter de ça, on veut discuter de ci? Ou est-ce que le syndicat, c'est avant tout l'outil des salariés et qu'il ne faut pas se rapprocher des salariés? Je pense qu'il faut qu'on prenne garde à ne pas nous enfermer dans ces structures dans lesquelles on veut nous bloquer. Dernier point, je pense que la campagne qui va s'ouvrir, il faudra que ce soit une campagne de proximité. Une campagne de proximité parce que, vous l'avez évoqué, quelqu'un vient de le dire, il y a la question des réseaux sociaux, tout ça. C'est bien les réseaux sociaux, mais je crois que le contact humain, c'est essentiel. Dans la période actuelle, la CGT a toute sa carte à jouer. On est partout sur le terrain, on est régulièrement aux côtés des salariés. Je le vois au CEREMA, la CFDT est peu existante dans nos services. Ils envoient des messages 2-3 fois par semaine. Je ne suis pas certain que ce soit quelque chose qui satisfasse les salariés. À mon avis, et les camarades du CEREMA pourront vous le dire, le fait d'être en proximité, on est les premiers appelés quand il y a une difficulté, un problème. Ils ne vont pas voir d'autres personnes. On sait que la CGT, c'est le syndicat qui s'occupe des gens et des agents. Donc je pense qu'on a une vraie campagne à mener de proximité. Alors, si on arrive à refondre notre outil syndical en fin d'année comme on le pressent, ça va peut-être améliorer les choses un petit peu, potentiellement durant quelques mois, mais il faudra y mettre les moyens. Malgré tout, il faudra mettre les moyens pour qu'en proximité, on soit présent. Je vous remercie et je vous souhaite bon congrès. Et je vous dis tous en manif dans 10 minutes, j'en sais rien. Voilà.